Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux. Merci à l'EGE de m'avoir invité. Merci à l'Institut français d'avoir initié ce programme dont je fais partie avec plaisir. Alors, le propos qui va suivre et qui précédera notre échange sera consacré, comme l'indique le titre, à cette transformation que connaît le monde de l'échange international et que je résumerai de la manière suivante avant de développer ces différents points. Ma thèse est que nous sommes quelque part entre un ancien monde de l'économie internationale, de l'échange international, qui a duré pendant des siècles et des siècles, et nous sommes probablement déjà entrés dans un nouveau monde dont les caractéristiques, les paramètres sont très différents, ce qui implique un certain nombre de conséquences importantes sur la régulation de l'échange international. En très gros, et pour faire bref, et au risque d'un peu trop simplifié, mais comme disait Valérie, ce qui est simple est faux, ce qui est juste est inutilisable. L'ancien monde était un monde dans lequel la production était nationale, et quand on produisait quelque chose, un bien ou un service, on l'exportait dans un autre pays, on passait une frontière, et ça s'appelait une exportation pour le pays qui produisait et une importation pour le produit, pour le pays qui consommait. Dans ce monde où la production était essentiellement nationale et où l'échange international d'un produit devait passer une frontière, les obstacles à l'échange avaient pour objet principal, sinon unique, de protéger le producteur national de la concurrence étrangère. C'était la raison pour laquelle il y avait des droits de douane, parce que si quelqu'un produit quelque chose et l'exporte chez vous, à un prix meilleur que votre production nationale, parce que le producteur qui exporte est plus efficace que votre producteur national, ça pose évidemment des problèmes au producteur national, et donc on mettait des espèces d'écluses qui étaient censées compenser ces différences de compétitivité et de productivité. Il y avait d'ailleurs d'autres moyens de le faire, il y avait des restrictions quantitatives, des quotas, on acceptait d'importer un peu plus de voitures ou de viande de bœuf, mais dans une certaine limite pour ne pas trop mettre en concurrence les producteurs nationaux. Il y avait aussi des subventions, un autre moyen de protéger le producteur national de la concurrence étrangère, parce que, évidemment, il peut ne pas être très compétitif, mais si on lui donne un peu plus d'argent, notamment avec des subventions publiques, alors il peut s'en sortir. Ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est un monde dans lequel, d'abord, la production n'est plus nationale, mais transnationale. Un bien ou un service n'est plus produit dans un pays pour être exporté dans un autre pays. Ce sont des morceaux, des composants de biens ou de services qui sont produits dans différents pays tout au long de ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Une voiture était auparavant produite dans un pays, exportée dans un autre. Maintenant, il y a des éléments de la voiture qui sont produits quelque part, il y a d'autres éléments de la voiture qui sont produits ailleurs, il y a le moteur, il y a les pneus, il y a le pare-brise, il y a la carrosserie, et finalement, ceci est assemblé au bout de cette chaîne de production quelque part. Les pneus sont produits là où
c'est le plus efficace de produire des pneus pas chers, les pare-brises, là où c'est le plus efficace de produire des pare-brises pas chers, la carrosserie, là où c'est le plus efficace de produire de la carrosserie pas chère. Et l'origine de cette multilocalisation, de cette segmentation, de cet éclatement des processus de production, l'origine est simple, c'est l'écrasement du coût de la distance par les technologies, qu'il s'agisse de l'invention du conteneur, qui n'est pas quelque chose de très scientifiquement sophistiqué, mais qui en 10 ans, à l'époque, dans les années 60, a diminué le coût du transport par mer à la tonne d'un facteur de 50, ce qui est gigantesque comme progrès technologique dans l'histoire de l'humanité, et puis bien entendu après les technologies de l'information. Et donc c'est cette réduction du coût de la distance qui, d'un certain point de vue, a longtemps empêché la spécialisation telle que l'avait théorisé M. Ricardo, par exemple, qui a théorisé l'échange international sur un principe extrêmement simple, qui est que si je fais quelque chose de manière plus efficace que vous, et si vous faites quelque chose de manière plus efficace que moi, alors nous avons intérêt évident à l'échange, je vais bénéficier de votre savoir-faire, vous allez bénéficier du mien, et donc nous avons intérêt à échanger. Ce qui a limité pendant très longtemps l'opérationnalisation de cette théorie, c'était les frottements liés à la distance, parce que ça coûtait de transporter quelque chose d'un endroit à un autre. Ça ne coûte pratiquement plus rien, pas tout à fait rien, mais disons par rapport à des références historiques, plus rien. Donc première grande transformation, cette multilocalisation des processus de production, ces grandes chaînes de valeur. Aujourd'hui, à peu près 2/3 du commerce mondial de produits manufacturés ne sont pas des produits finis. Ce sont des morceaux, des éléments, des segments, des composants de produits finis, et il en va même de plus en plus en matière de services. Deuxième grande différence dans ce nouveau monde, c'est que de plus en plus, les obstacles à l'échange ne sont plus le résultat de mesures qui s'étaient destinées à protéger le producteur national de la concurrence étrangère, mais c'est le résultat de mesures qui sont destinées à protéger le consommateur de risques pour la santé, de risques pour la sécurité. Il y a des normes de plus en plus contraignantes sur le maximum de résidus de pesticides dans les fleurs, dans la sécurité des briquets, des jouets, des voitures. Et ceci est vrai dans le secteur manufacturier, c'est d'ailleurs aussi vrai dans le secteur des services, de la banque, l'assurance par exemple, qui sont des systèmes qui sont de plus en plus régulés pour des raisons prudentielles, et on a d'ailleurs bien vu au moment de la crise de 2008 que c'était nécessaire. Et donc ce qui monte dans l'influence sur l'échange international, c'est l'importance de ces normes et de ces standards. Et encore une fois, l'objectif de ces normes et de ces standards n'est plus de protéger le producteur, mais de protéger le consommateur. Et c'est très souvent, et j'y reviendrai, ce genre de contraintes qui représente un obstacle à l'exportation. La différence entre le nouveau monde et l'ancien monde, pour faire simple, si je suis producteur normandais de fleurs, dans l'ancien monde, mon problème c'était que les Européens ou les Américains mettaient un droit de douane sur leurs fleurs pour protéger leurs producteurs nationaux de fleurs. Il n'y en a plus. Par contre, droit de douane zéro, restriction quantitative zéro, plus rien de l'ancien monde. Par contre, je vais devoir, pour que mes fleurs passent la frontière européenne ou américaine ou japonaise, je vais devoir respecter un maximum de résidus de pesticides qui sera contrôlé d'une manière ou d'une autre, avant la frontière, à la frontière, après la frontière. Soit je respecte et je passe, soit je ne respecte pas et je ne passe pas. Et donc, en quelque sorte, nous étions dans un monde de la protection et nous sommes maintenant
et nous allons être de plus en plus, dans le monde de la précaution. Alors, on n'est pas tout à fait sorti du monde de la protection, il y a encore des droits de douane, j'y reviendrai. En moyenne pondérée mondiale, 5%. Si vous comparez aux 40% qui était à peu près le standard il y a 60 ou 70 ans, ce n'est plus grand-chose. Nous étions dans le monde de la protection et nous entrons, et nous sommes déjà en partie dans le monde de la précaution. Alors, qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qui change dans la différence entre ces deux mondes? Ce qui ne change pas, c'est d'abord que le principe ricardien que j'évoquais à l'instant, qu'il faudrait d'ailleurs combiner avec les principes qui ont été théorisés par M. Schumpeter sur l'effet de la concurrence sur l'efficacité des systèmes économiques, parce que le résultat de Ricardo, c'est-à-dire que nous avons intérêt à l'échange, va évidemment avoir des conséquences sur mes producteurs de ce que vous faites mieux que moi, et sur vos producteurs de ce que je fais mieux que vous. Hein, ça va accroître une pression concurrentielle, et donc obliger à des réaménagements, qui sont d'ailleurs en général pénibles, et ils sont pénibles parce qu'ils sont efficaces, et ils sont efficaces parce qu'ils sont pénibles. Ce qui ne change pas, c'est cette réalité qui avait été théorisée, selon laquelle l'échange international, parce qu'il développe des avantages comparatifs des uns et des autres, produit de l'efficience, et la somme des efficiences d'une économie, ça s'appelle sa croissance. Donc ça rend les systèmes économiques de production de biens et services plus efficaces, encore une fois, pas sans un certain nombre de coûts, je vais y revenir dans un instant, mais ceci reste vrai. Dans le monde de la précaution, il reste vrai que si je peux exploiter mon avantage comparatif et si vous pouvez exploiter le vôtre, l'équation demeure positive. Pas, évidemment, ni dans le monde de la précaution, ni dans le monde de la protection, pas dans n'importe quelle condition. L'ouverture de l'échange, parce qu'elle crée un remodelage des systèmes économiques, des avantages comparatifs, par exemple des qualifications des travailleurs, implique un certain nombre de transformations et suppose, pour que cette efficience qui crée de la croissance se transforme elle-même en bien-être, suppose un certain nombre de conditions qui tiennent notamment à la capacité des systèmes économiques à faire front, à traiter ces chocs concurrentiels. Ce sont des affaires de formation, de qualification, ce sont des affaires de relations sociales, ce sont des affaires de politique industrielle, ce sont des affaires d'aménagement régional. Et si on veut le comprendre, il suffit de prendre un exemple très simple, qui est celui du textile. Dans le cas européen, l'Union européenne a une politique commerciale commune depuis 1957. Quand on a libéralisé, à la suite de l'Uruguay Round, le commerce international en matière de textile, le régime commercial de l'Union européenne est devenu plus ouvert pour tous les pays de l'Union européenne, exactement dans les mêmes conditions et dans les mêmes proportions, parce qu'ils avaient la même protection, et quand elle a diminué dans les mêmes proportions pour tout le monde. Certains pays européens se sont très bien débrouillés. Les pays du Nord, par exemple, restent fortement aujourd'hui créateurs de valeur ajoutée dans le domaine textile. Simplement, ils font des textiles pour les pistes d'aéroports et pour les pneus des voitures, alors que d'autres pays, et notamment dans le sud, dans l'Europe, se sont beaucoup moins débrouillés parce que leurs systèmes n'ont pas correctement réagi, faute de politique publique adéquate. Donc tout ceci reste vrai. L'ouverture de l'échange produit de l'efficience, donc de la croissance, donc possiblement, sous certaines conditions, du bien-être. Et la deuxième chose qui reste vraie, c'est que l'ouverture de l'échange passe par
légalisation des conditions que les uns et les autres mettent à l'entrée sur leur marché de produits qui viennent d'ailleurs. Dans le cas du Vieux Monde, c'était des réductions de droits de douane, parce qu'on partait de niveaux différents, et pour que chacun s'y retrouve, il fallait que, en gros, les uns et les autres réduisent leur production de manière équivalente, ce qu'on appelait l'équilibre des concessions dans le langage GATT-OMC, et c'est parce que ceci se produisait que l'échange augmentait, et donc que les effets de volume qui produisent des économies d'échelle étaient possibles. Ceci reste vrai dans le Nouveau Monde, en ce sens que si je suis producteur rwandais de fleurs coupées, et qu'aujourd'hui je dois matcher un standard de résidus de pesticides pour pénétrer le marché européen et un autre standard pour pénétrer le marché américain et encore un troisième standard pour pénétrer le marché japonais, si les Américains, les Européens et les Japonais adoptent le même standard pour les fleurs coupées en matière de résidus de pesticides, alors je vais faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, je suis obligé de produire une partie de ma production pour le marché européen, une partie pour le marché américain, une partie pour le marché japonais. C'est évident que si je produis dans les mêmes conditions, je vais pouvoir avoir des volumes qui sont beaucoup plus comparables, et donc je vais faire des économies d'échelle. Donc, de même que l'harmonisation de la protection dans l'Ancien Monde était l'objet de la négociation internationale, dans le Nouveau Monde, ce qui va être l'objet de négociations internationales, c'est l'harmonisation du niveau de précaution. Sans trop compliquer les choses, il faut simplement aussi se rendre compte que le niveau de précaution c'est une chose, mais que la manière dont ce niveau de précaution est administré est aussi important. Si je suis producteur de fleurs rwandais et que les Américains, les Européens et les Japonais ont le même niveau de maximum de résidus de pesticides dans les fleurs, bonne nouvelle pour moi, sauf que si les machines qu'ils utilisent pour peser les résidus de pesticides dans les fleurs que je leur expédie ont des niveaux de tolérance différents, ceci va avoir des conséquences sur mon entrée ou pas sur leur marché. Je ne complique pas à l'excès, il faut simplement savoir que c'est un monde nettement plus compliqué, mais il reste vrai que l'ouverture c'est efficace, et il reste vrai que cette ouverture passe par l'élimination d'obstacles à l'échange. Alors, ce qui change maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent. La première chose qui change, c'est que dans l'Ancien Monde, le jeu de l'échange consistait à réduire les protections. Si possible, d'ailleurs, jusqu'à zéro. L'univers mental d'un négociateur tarifaire, et je le sais parce que je l'ai été pendant une partie de ma vie, c'est simple, c'est zéro. Aussi longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas inventé de droit de douane négatif, ce que la théorie économique n'a pas encore fait. Donc, la mentalité, le narratif, la direction que tout le monde doit comprendre, c'est moins. Moins, 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 et encore moins, jusqu'à zéro. Ça, c'était dans le monde de la protection, depuis que le pharaon d'Égypte et le roi de Crète ont signé le premier traité de commerce il y a très longtemps. Dans le Nouveau Monde, celui de la précaution, c'est pas la même chose. C'est pas moins. Personne ne va aller devant son Parlement pour dire, mesdames et messieurs, je suis favorable à l'échange international, je voudrais que le commerce des fleurs se développe, parce que c'est bon pour ceux qui produisent des fleurs, et puis s'ils produisent beaucoup de fleurs, elles vont être moins chères, c'est bon pour mes consommateurs, et par voie de conséquence, je vous annonce que je vais mettre un projet de loi qui diminue le standard de
pesticides à la frontière. Impossible. Aucun Parlement ne va voter ça, parce que la raison pour laquelle il y a un standard de pesticides à la frontière, c'est que trop de pesticides, c'est mauvais pour la santé des gens. Et donc personne ne va accepter, pour le bénéfice théorique de l'augmentation des champs internationaux, de diminuer la protection de la santé des gens. Donc ça ne marche plus en moins. Il va falloir que ça marche soit en égal, soit très probablement en plus. Et d'ailleurs, il y a des raisons sociologiques pour lesquelles ça marchera probablement dans la direction du plus, parce que, en gros, il y a une corrélation très forte entre l'augmentation du revenu par tête et la sensibilité à un certain nombre de risques. Hein. Naturel d'ailleurs, quand on devient moins pauvre, on acquiert une certaine dignité, et parmi les éléments de cette dignité, il y a le fait qu'on a le droit de rêver, on a le droit de penser à autre chose qu'à nourrir ses gamins le lendemain, ou à trouver de l'argent pour la retraite de ses parents. Mais quand on acquiert le droit de rêver, on acquiert aussi le droit de cauchemarder. Et ça fait rentrer dans l'univers du risque, encore une fois, pour la santé, pour l'environnement, et donc nous entrons dans un monde où, ne serait-ce que par la diminution de la pauvreté, l'augmentation des classes moyennes et l'augmentation du revenu par tête, cet univers de la précaution va devenir de plus en plus vaste, de plus en plus important, de plus en plus prégnant. Et donc, l'harmonisation, l'égalisation de ces standards ne peut plus se faire vers le bas, va se faire probablement vers le haut, et c'est une toute autre approche, et c'est un tout autre narratif politique. Et ça, il faut bien comprendre, parce que si on est dans le domaine de la protection et qu'on donne des signaux qui sont empruntés à l'ancien monde de la protection, si on est dans la précaution et qu'on donne des signaux à l'ancien monde, les gens ne vont pas comprendre. Hein, si on dit, et c'est un des problèmes, on pourrait y revenir de ce fameux traité transatlantique que l'Europe et les États-Unis ont mis en chantier, si on donne l'impression qu'on va négocier la précaution, immédiatement, il y a une réaction des opinions, parce que la précaution, ça ne se négocie pas. Je ne vais pas échanger mon standard de sécurité sur les briquets contre votre standard de sécurité sur les jouets. Nous allons devoir tous les deux harmoniser, d'une manière ou d'une autre, notre standard de sécurité sur les jouets et notre standard de sécurité sur les briquets pour faire des économies d'échelle. Donc ça, c'est une très grande différence qui a des conséquences importantes en matière d'économie politique de la négociation. Je m'explique. Si je suis négociateur tarifaire dans l'ancien monde, j'ai les producteurs contre moi et les consommateurs avec moi. J'ai mes producteurs domestiques, parce que c'est eux qui m'élisent, contre moi, parce qu'ils savent bien que si j'ouvre les échanges, un certain nombre d'entre eux vont être soumis à des pressions concurrentielles nouvelles et vont soit devoir se bouger, soit accepter d'être endommagés. Par contre, les consommateurs, en gros, ils sont de mon côté, parce qu'ils savent bien, eux, que si j'achète des t-shirts chinois, il est probable qu'ils seront moins chers que des t-shirts européens, et donc ils sont contents. Donc les fabricants de t-shirts européens ne sont pas contents, mais les consommateurs de t-shirts européens sont contents. Et ça, c'est une équation politique compliquée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai toujours conseillé aux gens qui avaient des ambitions politiques de ne jamais devenir ministre du Commerce, parce que cette équation n'est pas bonne. Dans le monde de la précaution, c'est exactement l'inverse. Dans le monde de la précaution, j'ai les producteurs avec moi, parce qu'ils sont alléchés à l'idée qu'il va y avoir un standard commun, et donc ils vont pouvoir produire de manière plus efficace, avec des plus gros volumes, et donc ils vont faire plus de business, ils vont être contents. Par contre, dans ce cas-là, j'ai en général les consommateurs contre moi, ou plus exactement les organisations de consommateurs
vont être contre moi parce que les organisations de consommateurs, leur légitimité, ce qu'elles font, c'est d'expliquer aux gens que grâce à elles, ils sont désormais protégés de risques qu'ils auraient couru si les organisations de consommateurs n'avaient pas fait leur travail pour augmenter la qualité, les standards de sécurité des produits, etc. Et donc, si je rentre dans le domaine de la précaution, inévitablement, le soupçon va naître que je vais négocier cette protection et que je vais la négocier à la baisse. Et du coup, immédiatement, il va y avoir une réaction. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en Europe et aux États-Unis, dans ce cas de discussion transatlantique, les consommateurs européens commencent à protester parce que certains leur expliquent que maintenant il va falloir qu'ils mangent du poulet au chlore. Parce que les Américains chlorent leur poulet pour réduire le nombre de bactéries dans la production. Et les Américains sont pas contents parce qu'on leur dit qu'ils vont devoir manger des fromages européens qui sont pleins de bactéries alors qu'ils ne mangent que du fromage pasteurisé. Je prends cet exemple un peu extrême, mais en gros, c'est ça le problème. Et donc, ça change complètement l'équation politique, et si on ne comprend pas ça, on va au-devant de grandes difficultés. On n'aura plus les obstacles qui venaient du fait que les producteurs n'étaient pas contents et donc essayaient de monter un lobby contre l'ouverture des échanges, mais on va avoir la même chose du côté des consommateurs. Parmi les éléments qui changent, il y en a un autre qui est que les acteurs de l'ouverture des échanges ne sont plus les mêmes. Dans l'ancien monde, c'était simple, les droits de douane, c'est à la frontière, c'est une décision de politique publique, et c'est les négociateurs commerciaux qui négociaient, je te réduis mon droit de douane sur les vélos, et puis toi tu réduis ton droit de douane sur les ferrailles, et puis donc c'est une bonne affaire, parce que moi, comme je fais des vélos avec les ferrailles, je vais payer mes ferrailles moins cher, et les vélos du coup seront moins chers, donc on est tout à fait dans la théorie ricardienne. En matière de maximum de résidus de pesticides, c'est pas les négociateurs commerciaux qui vont se mettre d'accord. Ils n'y connaissent rien, pas plus d'ailleurs que la bonne taille des pare-chocs des voitures, ou à la taille des ceintures de sécurité, ou à la sécurité des jouets ou des briquets. Ils sont absolument incompétents dans ces domaines. Ceux qui ont la compétence dans ce domaine sont les agences qui ont l'expertise et qui, d'ailleurs, se sont multipliées au cours des dernières décennies, et en plus elles se sont généralement multipliées en se rendant de plus en plus indépendantes des pouvoirs politiques. Pourquoi? Parce que il peut subsister une zone grise entre la précaution et la protection, qui est administrée par l'OMC d'ailleurs. Il y a un accord sur les barrières techniques au commerce, il y a un accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui dispose qu'on a le droit de protéger la santé de ses citoyens, par exemple, en mettant un obstacle à l'échange qui est un standard de sécurité en matière de santé, mais on ne peut pas faire ça dans n'importe quelle condition, et notamment on ne peut pas prétendre qu'on utilise la précaution pour faire de la protection. Ça, c'est une zone un peu compliquée. Dans le nouveau domaine, ce sont ces agences, en général, de plus en plus indépendantes du pouvoir politique, qui va donc avoir du mal à lui transmettre une instruction politique en disant « ce serait bon que tu te mettes d'accord avec ton copain de l'autre côté de l'Atlantique pour trouver un standard commun de combien de ractopamine il peut rester dans la viande de porc après production de la viande de porc ». C'est d'autant plus compliqué, et ce changement d'acteur est d'autant plus important à comprendre que, en matière de protection, de droits de douane, de subvention, tout ça, c'est des décisions publiques, souveraines. Les États sont souverains en matière de droits de douane, ils sont souverains en matière de subvention. En matière de précaution, ça n'est plus vrai. Une partie de l'univers de la précaution est entre des mains privées. Si je suis Carrefour et que je veux tailler des croupières à Casino, pour prendre ces deux exemples, sur les fleurs par exemple, si je veux montrer à mes clients que moi Carrefour je suis plus vert
qu'Auchan, et donc si vous tenez à l'environnement ou à votre santé, vous venez venir chez moi que chez mon concurrent, je vais installer un standard de maximum de résidus de pesticides pour les fleurs que je vends chez Carrefour, qui va être plus contraignant que le standard existant que Auchan utilise. Hein, et après, je vais faire de la pub en disant, venez chez moi, je suis plus vert, je fais plus attention à votre santé, et donc n'allez pas chez mon concurrent. Personne ne peut empêcher Carrefour de faire ça. Simplement, si je suis le producteur rwandais de fleurs, et que je matche le standard d'Auchan, mais celui de Carrefour, ben je perds le marché de Carrefour. Hein, et donc, c'est Carrefour qui décidera du sort commercial des produits que, compte tenu de mon avantage comparatif, je suis en droit d'attendre. Dernière chose, pour ne pas être trop long, qui change dans ce domaine, et là on se rapproche un peu des pays en développement, des pays émergents, y compris du Maroc. La dernière chose qui change, c'est que dans l'ancien monde, on pouvait, pour diverses raisons, faire de la différenciation. Au GATT, à l'OMC par exemple, l'Europe pouvait dire je ne mets pas de droit de douane sur les fleurs rwandaises, puisque le Rwanda est un PMA très pauvre. Je mets 10% de droit de douane pour le Costa Rica, parce que le Costa Rica est moins pauvre que le Rwanda, et je mets 20% de droit de douane pour Israël, parce qu'Israël est un pays développé. Ça faisait du sens, il fallait aider les pays en voie de développement à bénéficier de leur avantage comparatif, à mieux structurer leur offre, à augmenter leur production, à mieux la traiter, à mieux la calibrer. Ça faisait du sens. On faisait de la différenciation au nom de ce qu'on appelait le traitement spécial et différencié, et les pays développés étaient censés graduer, dans un certain nombre de cas, l'accès à leur marché en fonction du niveau de développement des pays qui exportaient. Bon, c'était faisable dans le monde de la protection, ça n'est plus faisable dans le monde de la précaution. Terminé. À la frontière, les gens qui contrôlent les maximums de résidus de pesticides, ils se fichent pas mal que la fleur vienne du Rwanda, du Costa Rica ou d'Israël, elle est taillée de la même manière sur le plan du standard. Donc cette différenciation, qui a été un grand principe, hein, qui a beaucoup animé beaucoup de négociations commerciales internationales, elle est terminée. Soit je match et je passe, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne matche pas et je ne passe pas, et personne ne va aller devant son Parlement pour dire on est pour le développement, il faut donner aux pays en voie de développement des moyens de développer leur économie, et pour ça, on va accepter que leurs fleurs sont plus dangereuses pour la santé que les fleurs des pays développés. Personne ne va aller raconter cette histoire devant son Parlement, ou s'il le fait, il ou elle va se faire siffler. Et donc, tout ceci change fondamentalement, petit à petit. Je pense qu'on n'a pas encore très bien perçu toutes les conséquences de cela, notamment sur la régulation de l'échange international, parce que ça crée un paysage très différent. Mais aujourd'hui, en gros, je ne suis pas certain de tous ces chiffres, mais en très gros, je l'ai dit tout à l'heure, celui-là je le connais, le droit de douane moyen pondéré, moyen dans le monde, c'est 5%. Ce que ça coûte aux producteurs de biens et de services moyens dans le monde pour exporter, compte tenu de ces contraintes réglementaires de précaution, c'est 20%. Donc il reste 5% d'obstacles du vieux monde qui vont petit à petit disparaître parce que l'extension de ces chaînes de production a pour effet d'augmenter le contenu en importation des exportations. Petit à petit, il y a 20 ans, le contenu en importation et exportation moyen dans le monde, c'était 20%.
Aujourd'hui, c'est 40%, dans 20 ans, ce sera 60%. Donc, de plus en plus, les pays se spécialisent dans ce qu'ils savent faire, ils importent ce dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils savent faire, et après, ils l'exportent. Et donc, shooter sur ces importations dans ce monde de production multilocalisée, ça fait de moins en moins de sens. Parce que si vous shootez sur vos importations, vous détériorez la compétitivité de vos exportations, ce qui n'est quand même pas très très malin. Donc, le 5%, c'est déjà plus beaucoup, et ça va être de moins en moins, reste le 20%. 20%, c'est en gros ce que ça coûte de ségréguer ma production en fonction des différents standards, de payer les certifications pour mes produits, parce que c'est pas gratos. Hein. Si vous voulez exporter des fleurs aux États-Unis, vous avez besoin d'un certificat d'une agence américaine qui va envoyer des inspecteurs dans votre usine de production ou de conditionnement de fleurs et qui va regarder si bon. Et même chose pour la viande, et même chose pour les briquets, et même chose pour les biens, et même chose pour les voitures, etc. Donc tout ça, ça coûte, parce que ça implique des expertises techniques, des certifications. Et puis par ailleurs, effectivement, il va falloir que si je suis par exemple dans le domaine des médicaments, et les processus de mise en marché des médicaments sur un marché national sont très très pleins de précautions, c'est normal d'ailleurs, on ne peut pas donner n'importe quoi aux gens sous prétexte que c'est des médicaments. Je vais devoir m'ajuster à des systèmes de réglementation différents, donc il va falloir que j'embauche des avocats qui connaissent la réglementation locale et tout ça, ça va coûter. Et donc, dans l'avenir, si on veut continuer à faire des économies d'échelle, c'est-à-dire à ouvrir l'échange en traitant ce que sont ces obstacles, qui ne sont pas les mesures elles-mêmes, mais la différence entre les mesures, ça c'est une grande différence avec l'ancien monde, il va falloir s'attaquer à cette harmonisation, à cette convergence, quelles qu'en soient les formes. Ceci, évidemment, va avoir des conséquences importantes, notamment pour les pays en développement, dans la mesure où, dans un certain nombre de cas, l'avantage comparatif qu'ils avaient dans l'ancien monde, et qui était un avantage, en gros, pour l'essentiel, basé sur un coût du travail moins élevé, modulo des différences de productivité, bien entendu, mais en gros, c'était ça l'idée, c'est je produis moins cher que vous parce que en matière de biens et de services, la composante salariale, ça dépend des secteurs, mais elle est importante. Donc c'était ça. Il fallait améliorer sa productivité pour produire moins cher. Dans le Nouveau Monde, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais ça existe à standard de qualité équivalent. Si vous matchez le standard de qualité, vous passez, et à ce moment-là, le jeu de l'avantage comparatif sur la productivité et sur les coûts reprend ses droits. Mais si vous ne matchez pas le standard, vous n'êtes pas dans la course. Bon. Et ceci implique, évidemment, que pour les pays en développement qui comptent sur l'exportation pour faire croître leur économie, et ceci est parfaitement légitime parce qu'ils ont des tas de moyens de faire ça, il va falloir porter une attention beaucoup plus soutenue à ces problèmes de qualité. Et d'ailleurs, ceci aura sans doute des effets contraignants pour certains, mais aussi des effets positifs pour d'autres, parce que du coup, ce sont les standards les plus élevés qui petit à petit vont percoler dans les systèmes de production, y compris dans ce qui est produit par un pays en développement sur son marché domestique. Je ne vais pas très très longtemps, si je suis producteur rwandais de fleurs, je ne vais pas très très longtemps produire des fleurs avec un standard sanitaire très contraignant pour l'export, et puis des fleurs un peu moins contrôlées pour mon marché domestique. Petit à petit, je vais m'apercevoir que ça ne fait pas beaucoup de sens non plus, parce que ça me coûte un peu plus cher, mais en même temps, je ne fais pas les économies d'échelle. Donc, il faut réfléchir et se projeter dans ce monde. Et là, c'est là qu'on bute, si je puis dire, enfin, qu'on arrive sur un problème plus global, qui est qui va déterminer, qui va être le maître du jeu en matière de protection. En matière de précaution. En matière de protection,
le maître du jeu, c'était compliqué, il y avait du multilatéral, on négociait des réductions de la protection à l'OMC, on pouvait aussi le faire en régional, on pouvait aussi en faire en bilatéral, on pouvait aussi le faire en unilatéral. Les Européens ou les Américains avaient des régimes d'importation, comme je dis tout à l'heure, particulièrement favorables, par exemple, pour les PMA. En matière de précaution, on comprend assez vite que les maîtres du jeu, ce sont ceux qui ont le niveau de précaution le plus élevé. C'est eux qui sont la contrainte. C'est eux qui sont les déterminants. Et qui c'est eux? En gros, c'est les États-Unis et l'Europe. Parce que ce sont les économies les plus développées, que c'est l'économie où le PNB par tête est le plus élevé, dans sa mesure avec le Japon, et bon, les pays européens qui ne font pas forcément partie de l'Union européenne, mais qui sont dans le même moule du point de vue des standards, la Suisse, la Norvège par exemple. Et donc, ce sont eux qui vont redevenir en quelque sorte la référence. Et selon ou non qu'ils se mettent d'accord, et c'est ça tout, en tout cas l'objet principal de cette discussion transatlantique, selon qu'ils vont se mettre d'accord ou non, je vais en tirer des conséquences positives ou non. Alors, politiquement, on dit, ah oui, mais attendez, avant c'était multilatéral, et maintenant ça va redevenir bilatéral. Alors c'est eux qui vont décider, et nous, on va plus avoir qu'à respecter les contraintes qu'ils fixent, alors que quand c'était des négociations tarifaires, on pouvait discuter. C'est juste, c'est un argument tout à fait juste, sauf qu'il néglige le fait que dans le nouveau monde, celui de la précaution, jamais les Européens ou les Américains n'ont discuté des maximums de résidus de pesticides qu'ils appliquent à la frontière avec les gens qui exportent. Il y a des gens chez eux qui ont dit, pour la santé humaine, et des experts qui ont fait des mesures, etc., ils ont fait des recherches, ils ont dit, pour la santé humaine, attends, le microgramme, c'est plus bon. Mais personne n'a jamais consulté le producteur de fleurs rwandais pour dire, je vais peut-être mettre mon standard ici ou là, qu'est-ce que tu en penses, on pourrait peut-être en discuter, faire un deal. Non. Et donc en réalité, la différence entre le nouveau monde et l'ancien monde, c'est que dans l'ancien monde, c'était pas très important, dans le nouveau monde, ça devient essentiel. Et c'est là que la topographie des obstacles à l'échange, et ce gros changement entre le petit 5% et le gros 20%, prend son importance. Ça pose évidemment des problèmes pour une organisation multilatérale comme l'OMC, parce que c'est pas à l'OMC qu'on va discuter de la convergence sur les résidus de pesticides et la sécurité des jouets et des briquets et des voitures. Voilà que ça se passe. Il peut se passer à l'OMC ce qui s'y passe déjà, c'est-à-dire que au nom des accords qui ont été signés sur l'utilisation des barrières techniques au commerce ou des mesures sanitaires ou phytosanitaires, c'est comme ça qu'ils appellent la précaution à l'OMC, il y a de la consultation, il y a de la concertation, il y a de la transparence. Quand les Européens ont mis au point, il y a quelques années, un régime de traçabilité des produits chimiques dans tous les pays, qui était une grande avancée, en tout cas aux yeux des Européens, dans le monde de la précaution, il a fallu qu'ils expliquent un peu aux autres pourquoi ils faisaient ça, comment ils le faisaient. Bon. L'OMC peut servir de forum de transparence, de concertation, de consultation, à la limite de monitoring, en disant on va peut-être mieux commencer par ci ou par ça, parce que si vous harmonisez les standards dans tel domaine, c'est bien pour les pays en développement, il faudrait peut-être mieux commencer par ça que par ça, c'est pas impossible, mais pour l'instant, ça n'est pas vraiment le cas, et donc, d'un certain point de vue, le GATT et l'Organisation mondiale du commerce qui en sont issus sont beaucoup dans l'ancien monde, et pas tellement dans le nouveau, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils y sont en partie dans la gestion de cette frontière entre la précaution et la protection. Donc voilà un peu ce qui se passe, à mon avis, ce qui va continuer à se passer. Ça pose effectivement des problèmes différents, ça oblige à regarder l'échange international avec des yeux un peu différents, ça oblige probablement
à calibrer les politiques commerciales ou industrielles ou les problèmes de qualification qui sont ce que vous tirez de la régulation de l'échange international pour la conduite de votre propre économie. Ça dit surtout une chose essentielle, qui est que dans le temps, on regardait beaucoup les importations et les exportations, avec l'idée, en gros, que les importations c'était pas bien, et les exportations c'était bien. C'était un peu l'état d'esprit, c'est la doctrine mercantiliste. Dans le Nouveau Monde, ça n'est plus ça qu'il faut regarder. Si vous regardez aujourd'hui les pays qui exportent le plus sur cette planète, ce sont aussi les pays qui importent le plus. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils ont identifié là où ils peuvent créer de la valeur, et ils importent ce qu'il leur faut pour créer de la valeur, et du coup, ils exportent. Hein, l'exemple classique en Europe, c'est l'Allemagne et la France. L'Allemagne importe beaucoup plus que la France. Quand on dit ça aux Français, on dit comment ça se fait? Parce que le commerce français est déficitaire, le commerce allemand est excédentaire, comment ça se fait que les Allemands... Et simplement, les Allemands, ils importent beaucoup plus parce qu'ils exportent beaucoup plus. Et ils ont besoin d'importer beaucoup plus pour exporter beaucoup plus. Et là, ça change d'une certaine manière, en partie, ce qu'on doit regarder. Ça pose, et c'est mon point final, ça pose évidemment des problèmes assez redoutables. Parce que dans le monde de la protection, c'est un monde idéologiquement plat. Si j'échange mon droit de douane sur vos vélos contre mon droit de douane sur la ferraille et les vélos, c'est à peu près partout pareil dans le monde. Il n'y a pas la ferraille chinoise et de la ferraille américaine ou italienne. Donc on est dans un monde assez simple. Dans le monde de la précaution, on est dans un monde beaucoup plus compliqué. Parce qu'une grande partie de ces cauchemars vertueux, qui sont les attitudes à l'égard de la précaution, dépendent de l'imagination, dépendent de la culture, dépendent du symbole, dépendent des traditions. Je prends un exemple relativement courant. Les standards en matière de bien-être des animaux, et ça compte beaucoup dans le monde du commerce international, parce qu'il y a beaucoup de commerce d'animaux sur pied pour être abattus ailleurs, ou de viande plus ou moins congelée ou détaillée. Ils ne sont pas les mêmes au Bangladesh et au Canada. Et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles mettre d'accord le Bangladesh et le Canada sur qu'est-ce que c'est qu'une vache qui est bien traitée, ou un phoque qui est bien traité, pas simple. Alors s'il s'agit d'harmoniser la sécurité des jouets, des briquets, bon encore, on peut dire que c'est assez scientifique. Même chose pour les voitures, on va harmoniser les crash tests, et puis on va en déduire que les équipements peuvent être les mêmes. Si vous parlez de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation, là, le spectre de préférence devient considérable, parce que les Américains considèrent que vraiment il n'y a aucun problème, et beaucoup d'Européens considèrent que c'est très très dangereux. Et ça, franchement, c'est pas la science qui donne la réponse. Ce sont des questions de projection mentale. Si il s'agit de standards de protection des données privées, hein, maintenant on échange beaucoup de fichiers avec les services, il y a des données sur vous dans tous les machins, les mobiles, Internet, etc. L'Europe a une législation qui protège très fortement le caractère privé de ces standards, les Américains beaucoup moins. Bon, si vous voulez échanger plus de fichiers transatlantiques, ce qui est le cas avec le commerce des services, vous êtes obligé, c'est comme pour les fleurs, hein, ou les briquets, vous êtes obligé de doter d'un standard commun de protection des données privées. C'est pas demain la veille. Hein, parce que les Américains ont une certaine philosophie sur ce sujet. En gros, ils font de l'autorégulation, et les Européens ont une autre philosophie, et ils font de la législation publique. Donc c'est un monde dans lequel, ce que j'appelle les préférences collectives, hein, c'est-à-dire
les manières de voir les choses, ce qui est bien, pas bien, où faut-il aller, dans quelle direction, sont beaucoup plus importantes. Et là, on touche sur une sorte de contradiction qui est dans la globalisation, et qui sans doute a été évoquée et sera révoquée de nouveau dans ce cycle que vous avez entamé, qui est que, en gros, l'économie globalise, parce que plus c'est grand, plus c'est gros, plus il y a de volume, moins c'est cher, d'où cette multilocalisation des processus de production, de morceaux de ceci ou de cela, et d'où cette interdépendance croissante. En matière de préférence collective, c'est différent. On est parfois dans des croyances, dans des sentiments, dans des attitudes, et ça, c'est plutôt de l'ordre du petit. Ce sont des communautés humaines qui ont des traditions, qui ont des spécificités, qui ont des différences, qui sont parfaitement légitimes. Et donc, dans le processus de globalisation, il y a déjà eu, et il va y avoir des tensions entre le côté global de l'efficacité économique, c'est de l'ordre de la raison, 2 et 2, ça fait 4 partout, et le côté local de ces préférences collectives qui sont, disons, plus de l'ordre de la passion. Il y a quelque chose qui n'est pas rationnel dans ces questions de précaution. Et ceci va sans doute obliger ce capitalisme de marché à intégrer des éléments de préférence collective, de morale, d'éthique, en quelque sorte, ce qu'il n'avait pas eu à faire jusqu'à présent. Je terminerai par un cas un peu extrême, mais qui est intéressant. Vous avez sans doute lu dans les journaux ces derniers temps qu'il y a de nouveau un débat aux États-Unis sur la peine de mort. La Constitution américaine prévoit la peine de mort, mais elle prévoit aussi qu'elle doit être administrée dans des conditions qui ne sont pas cruelles. Les Européens ont interdit la peine de mort depuis longtemps. C'est une grande fracture philosophique entre l'Europe et les États-Unis. Pendant très très longtemps, pas de problème. On pouvait coexister avec, au fond, une éthique, une différence éthique sur un sujet important, aussi considérable. Et puis, voilà-t-il pas qu'il y a quelque temps, les Européens, qui fournissaient les produits chimiques qui servaient à exécuter les condamnés américains, ont décidé de ne plus les exporter, et le Parlement européen a voté une législation commerciale qui interdit les exportations de produits chimiques à effets létaux aux États-Unis. Parce qu'il y a une pression de la société civile, des gens qui sont contre la peine de mort, et ont fait voter cette législation par le Parlement européen. Résultat, il n'y a plus des produits. Comme les Américains ne les produisaient pas, parce que le commerce international avait exercé ses effets de spécialisation, les Européens savaient le faire, mais ils ne l'utilisaient pas, mais ils le vendaient aux Américains, qui l'utilisaient, mais qui ne savaient pas le faire. Donc ils ont été obligés de trouver d'autres produits chimiques, simplement, le temps que ça marche, ça a pris du temps, et comme on le sait, depuis 2-3 ans, il y a un certain nombre d'exécutions qui ont été faites avec des produits américains qui remplaçaient les produits européens, mais ça ne s'est pas bien passé. Un gars, il sautait pendant 2 heures avant de passer à trépas, ce qui évidemment, ça fait mauvais effet sur l'opinion, et à ce moment-là, les gens ont commencé à dire, mais attendez, là, le problème, c'est pas la peine de mort, c'est que c'est cruel, votre truc. Je prends cet exemple qui est un peu extrême, mais c'est un des problèmes de... On a pu désencastrer l'économie et l'éthique sur un sujet pareil pendant très longtemps. Maintenant, d'un certain point de vue, c'est plus possible. Ou si on ne le fait pas, ça pose un problème, et on a relancé en quelque sorte une mesure commerciale que personne n'a jamais remarqué. Vous n'avez jamais entendu parler du fait que le Parlement européen avait voté une... Et c'est ça qui a reprovoqué tout un débat d'ordre éthique à l'intérieur des États-Unis sur ce sujet. Et c'est un exemple un peu précurseur, à mon avis. On va au-devant
de problèmes de ce type. Et la grande question qu'il y a derrière ça, et je n'ai pas de réponse toute faite, il faut y réfléchir, en débattre, la grande question de tout ça, c'est effectivement de combien est-ce qu'on doit encastrer l'économie et la société, en quelque sorte. Hein. De combien est-ce qu'on a besoin d'harmoniser nos préférences collectives pour continuer à bénéficier des effets d'expansion du capitalisme de marché. C'est une question assez redoutable qui s'apparente à la fameuse question de la subsidiarité, qui est un vieux sujet dans les spécialistes de la gouvernance. Et cette question-là, elle est devant nous, et à mon avis, quelle que soit la réponse philosophique qu'on donne à ça, ce dont je suis certain, c'est qu'il va falloir davantage de convergence sur des choses auxquelles les uns et les autres, pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, nous tenons tout à fait, parce que nous pensons que nous avons raison. Et je pense qu'on arrive à une phase où il va falloir de nouveau aborder un certain nombre de questions si on veut continuer à accompagner cette efficacité des systèmes de production dont j'ai essayé de décrire les grands traits. Merci pour votre attention. C'est le moment de remercier tout d'abord l'intervenant pour un exposé qui a ouvert des perspectives et qui a posé les fondamentaux théoriques et de réflexion sur ce qui conduit aujourd'hui les politiques de commerce international et d'ouverture, en posant des questions essentielles aussi sur le lien entre développement et cette ouverture du commerce international. Je suis certain que nombreux parmi vous auront des questions à poser. C'est une tradition dans ce cycle que de prendre le temps d'avoir un échange avec l'intervenant. Si vous voulez bien vous signaler par une main levée pour les questions. On va peut-être en prendre 2, 3 pour mesurer la demande de manière à ce que je proportionne l'offre à la demande. Et puis ensuite on en prendra une deuxième vague, oui. On en prend 3. Et puis, oui. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Pascal. Donc, je me présente d'abord, Atmel Hani. Je travaille au ministère du Commerce extérieur marocain. Donc, je suis tout à fait intéressé par la question du commerce international. J'y suis au fond. Donc, je dirais d'abord que au sein de notre ministère, on travaille sur un nouveau plan, sur une nouvelle stratégie. C'est le plan de développement des échanges commerciaux. Et en tête de ce plan, on trouve bien sûr la multiplication des partenaires commerciaux du Royaume, sans perdre de vue bien sûr le fait de consolider sur les partenaires traditionnels à l'image de l'Union européenne. Et en même temps, on se retrouve dans la situation à ce qu'on négocie un accord de libre-échange complet et approfondi avec l'Union européenne. Et vous savez très bien, il y a tout un chapitre sur les questions des SPS. Et bien sûr, je reviens sur le point focal de cette conférence qui est le fait de l'harmonisation, la certification, le respect des normes. Donc c'est un chantier énorme pour les entreprises marocaines, pour l'économie marocaine en général. Le fait de respecter des normes européennes, comme vous l'avez bien dit, c'est coûteux, c'est cher. Et bien sûr, les organismes internationaux ne cessent de se mettre d'accord de plus en plus sur une question primordiale, c'est le fait que l'Afrique constitue l'avenir de l'économie mondiale. Donc c'est important. Ma question est la suivante. Est-il opportun pour l'économie marocaine de s'investir davantage dans la conquête de nouveaux marchés? Ou bien, je dirais pas perdre d'énergie, mais je dirais consacrer plus d'énergie à l'harmonisation et à la certification, à la normalisation et le respect des normes européennes. Merci. Bonsoir. Oui. Je suis là. Bonsoir. Allez-y. Hamza Alami, étudiant en relations internationales ici à l'école de gouvernance et d'économie et conseiller au cabinet du ministre du Commerce et de l'Industrie. Je vais essayer d'être un peu bref. La conférence internationale de Marrakech au début du mois d'avril dernier, enfin ce mois-ci plutôt, pour célébrer les 20 ans de l'OMC était justement l'occasion de faire le focus sur l'insertion de l'Afrique dans l'économie mondiale. Ma question alors, quelles sont selon vous les priorités, les attentes des pays africains par rapport au programme du travail futur, à savoir la ratification de l'accord de Bali, mais également
en prévision de la 10e conférence ministérielle de l'OMC qui aura lieu à Nairobi en décembre prochain. Merci. On va prendre une troisième et puis je répondrai à ces trois-là avant de passer à la suite. Oui, allez-y. Oui, ça marche. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Pascal, je me nomme Sarah Jarfi, je suis étudiante en droit à l'université Mohamed V Agdal. Et ma question c'est par rapport, en fait dernièrement en France on a remarqué qu'il y avait des pics assez importants de pollution. Et notamment ce qui causait, l'une des causes de ces pics de pollution était le diesel. Les industries automobiles en France respectent des standards fixés par l'Union européenne par rapport à la pollution. Et en fait, ces tests-là, ils s'effectuent dans des laboratoires, mais avec des conditions pas très réalistes. Par exemple, il n'y a pas d'arrêt, etc. Et donc, au fait, ma question, si jamais on impose des tests plus minutieux et plus réalistes, on va dire, et que les producteurs français avaient l'obligation de les respecter, quelles seraient les répercussions économiques au niveau mondial de la France et de la production automobile française? Bon, je vais prendre ces trois questions et puis on en prendra d'autres, vous pouvez les préparer pendant ce temps-là. Sur la première question, est-ce qu'un pays comme le Maroc doit investir dans la conquête de nouveaux marchés ou est-ce qu'il doit investir dans sa capacité à matcher ses standards? Ma réponse est claire, les deux. Parce que de plus en plus, vous ne pourrez pas pénétrer de nouveaux marchés si vous ne respectez pas les standards. C'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. Le Maroc, par exemple, a une expansion commerciale et très importante en Afrique. Il le fait d'ailleurs, de mon point de vue, très bien et avec des résultats tout à fait remarquables. C'est en général plutôt dans les services d'ailleurs que dans l'industrie. Hein, c'est de la banque, c'est de l'assurance, c'est du transport aérien, c'est des services de santé. Et on peut penser que, disons, les standards africains, pendant un certain temps, ne seront pas tout à fait les standards européens. Et donc peut-être qu'il y a des possibilités. Mais à partir du moment où le Maroc fait 60% de son commerce extérieur avec l'Union européenne, ce ne sera pas toujours ça, un jour ça baissera à 55%, mais ça prendra du temps. La référence sera forcément le standard européen. Et si vous produisez des voitures pour l'Europe au standard européen, vous n'allez pas produire des voitures pour le Sénégal à un standard sub-européen. Hein, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est les deux. Et les accords que vous avez avec l'Union européenne et que vous êtes en train de rediscuter avec eux, pour l'essentiel, c'est des accords de l'ancien monde. Hein, vous avez demandé que l'Union européenne soit un peu plus ouverte qu'elle ne l'est à la saison des tomates, parce que justement, c'est à ce moment-là qu'elle a des problèmes avec l'importation de tomates marocaines. Donc, mais ça, c'est du vieux monde. C'est comme entre le roi de Crète et le pharaon d'Égypte. Hein. C'est juste pour protéger les producteurs européens de tomates. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la tomate. Donc, il faut, à mon avis, petit à petit, que vous orientiez vos discussions, notamment avec les Européens, sur la prise en compte de ces standards. Ils vont pas changer leurs standards pour vous faire plaisir ou pour augmenter les importations marocaines, hein, sûrement pas. Parce que d'ailleurs, personne ne va légitimer ça chez eux. Simplement, il faut que ce processus, la manière qu'ils ont de décider leurs standards et de vous donner une indication sur ce que ce sera dans 5 ans, c'est très utile pour vos producteurs, parce que ça permet quand même de se mettre en ligne. Peut-être que les coûts de certification sur le marché européen, si les Européens veulent être sympas avec les Marocains, et peut-être plus qu'avec les Égyptiens, parce qu'ils ont, je sais pas quoi, une préférence pour les Marocains, peut-être que dans ce domaine-là, l'Europe peut faire un peu plus pour réduire les coûts de certification ou pour fournir une assistance technique qui fait que vous le ferez chez eux, vous le ferez chez vous. Bon. Donc il y a des tas de possibilités, mais il ne faut pas aborder
ces discussions, ces conversations, qui ne sont pas toutes des négociations dans l'avenir, juste avec l'idée qu'on est encore dans le vieux monde. Il faut anticiper sur ce nouveau monde, de mon point de vue. Sur l'Afrique, j'ai regardé ce qui s'était passé à Marrakech avec le 20e anniversaire de l'OMC. L'accord de Bali est très important. J'ai dit tout à l'heure, pour faire simple, les tarifs c'est 5% et le coût de la précaution c'est 20%. Entre les deux, aujourd'hui, il y a un truc qui coûte 10%, qui est de passer les frontières. Je ne parle pas du droit de douane que vous devez payer dans un certain nombre de cas. C'est la paperasse que vous devez faire. Il vous faut en moyenne aujourd'hui une dizaine de documents pour passer une frontière. Pour des raisons diverses. Il faut des coups de tampon. De temps en temps, il y a la queue. Donc votre conteneur, il attend 2 jours, il attend 3 jours. Si c'est un conteneur de mangue, au bout de 4 jours, terminé. À moins que vous ayez une chaîne de froid de bonne qualité, bon, ça coûte. Hein. Donc aujourd'hui, le coût de passage des frontières, c'est 10% du coût du commerce. Gigantesque. Hein, c'est 2 fois le droit de douane moyen que j'évoquais tout à l'heure. Bon, cet accord qui a été signé à l'OMC, qu'on avait préparé pendant des années, et qui heureusement a abouti en décembre dernier, en gros, va, sur 10 ans, ce 10%, ce sera à 5%. Hein, on va gagner, en gros, probablement, 5% de la valeur du commerce mondial qui passe les frontières, c'est-à-dire les marchandises, hein, parce que les services, ça passe les frontières sans payer de droits de douane, comme chacun sait. Donc ça, c'est en route. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique qui aujourd'hui est encore une toute petite partie du commerce international, hein, c'est 3-4% du commerce international, pour des raisons diverses et variées, doit améliorer son offre, doit améliorer ses systèmes logistiques. Hein. En gros, si vous prenez le coût moyen de transport d'un conteneur pour un Africain, un producteur africain moyen, ça doit être à peu près 3 fois le coût asiatique, ce qui est énorme. Hein, parce que ce sont des coûts logistiques, des problèmes d'encombrement, des ports, des problèmes de chaînes logistiques, je l'ai dit tout à l'heure, de chaînes de froid, d'articulation entre le rail, la route, la mer, l'aérien. Bon. Donc, il y a tous ces éléments-là. Il reste, pour les Africains, et notamment en matière agricole, des obstacles sur les marchés européens et américains qui sont des obstacles du vieux monde, dont l'objectif est de protéger l'agriculteur européen de la concurrence africaine ou américain de la concurrence africaine. Il y en a un peu moins qu'avant, mais il en reste. Ça ne suffira pas à régler le problème. Les éliminer ou les réduire ne suffira pas à régler le problème, parce que chacun sait que l'Afrique a, disons, à peu près 30% de la capacité agricole disponible dans le monde aujourd'hui, et pourtant l'Afrique est un importateur net de denrées alimentaires. Hein, donc c'est qu'il y a un problème en Afrique de fabrication d'alimentation à partir du sol, même pour les Africains, hein, pas seulement pour les Européens ou les Américains, où ils pourraient exporter. Donc il y a des problèmes dans la structure de l'offre, dans les régimes fonciers, dans l'irrigation, etc., qui sont là. Bon. Donc il y a tout un sujet qui est, il faut que dans ce qui subsiste d'obstacles de l'ancien monde soit traité, et ça c'est vrai que c'est à l'OMC que c'est plus facile de le faire, sur le marché européen, pratiquement, en dehors de l'Afrique du Sud, aujourd'hui il n'y a plus d'obstacles ancien monde. Hein, il n'y a plus de droits de douane, il n'y a plus de restrictions quantitatives. Avec la conclusion des accords de partenariat économique avec les sous-régions d'Afrique, en gros, l'ancien monde est à peu près... Bon, il reste des problèmes dans l'agriculture. Donc il y a toute cette partie-là, il y a toute la partie structure de l'offre, de la logistique, etc. Il y a évidemment ce qui reste à faire en matière de standards, et là, j'y travaille d'ailleurs avec la Banque africaine de développement. L'essentiel à court terme, à mon avis, c'est quand même l'intégration régionale en Afrique. Hein, c'est-à-dire l'intégration sous-continentale, sortir, que les Africains sortent
de l'héritage colonial le pire. On peut discuter des avantages et des inconvénients de la colonisation, ad vitam aeternam. Il y a une chose que la colonisation a léguée à l'Afrique et qui est un poison, ce sont les frontières. Hein, ce continent est complètement fracturé, meurtri de frontières totalement artificielles. D'ailleurs, si vous regardez la carte du monde, c'est un endroit où, par rapport à la surface du continent, il y a un nombre de pays invraisemblable. Bon. Ça, pas de chance. C'est l'effet de la colonisation. C'est la matrice du Congrès de Berlin en 1885. Et pas de chance, la décolonisation s'est faite en grande partie, au nom du nationalisme. Et donc, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont totémisé ce qu'on leur avait laissé de pire, qui étaient les frontières. Parce que le nationalisme est aussi fondé sur le sentiment national, et le sentiment national, il a beaucoup à voir avec les frontières. Bon. Ça, il faut sortir de ça, ce qui est, d'un certain point de vue, la seule manière de sortir de cette orientation nord-sud du commerce africain, qui reste très marquée par l'influence de la colonisation, pour des tas de raisons, même si c'est pas vraiment à cause de la colonisation que le Maroc et l'Algérie ne commercent pas. Donc il y a d'autres obstacles à l'intégration régionale, notamment dans le Maghreb, que le lait de la colonisation, et là il faut en sortir, et la seule manière d'en sortir, c'est l'intégration sous-continentale, c'est ce que fait la COMESA, la Communauté d'Afrique de l'Est, la SADC, l'UMOA, la CEDEAO, la Communauté d'Afrique centrale. C'est dans cette direction qu'il faut aller, parce que c'est ça le pont, c'est la pierre sur laquelle il faut s'appuyer pour aller sur le marché global. Sur votre question sur le diesel, c'est une très bonne question. Ça veut dire que les Européens ne sont pas encore au niveau de précaution où ils devraient être. C'est un cas intéressant d'ailleurs, parce que c'est un cas où les Américains y sont. Enfin, ou plus exactement, on ne trouve pas les voitures diesel ne sont pas autorisées aux États-Unis. Ce qui ne suffit pas tout à fait à régler le problème, parce que les camions diesel sont utilisés aux États-Unis, parce que le syndicat des camionneurs a une puissance politique considérable, et donc même les environnementalistes américains qui ont réussi à faire en sorte qu'on n'ait pas de voiture diesel, ils n'ont pas réussi au fait qu'on n'ait pas de camion diesel, parce que tout ça, ça décide dans des assemblées élues, et aux États-Unis, les lobbies, ça compte. Bon. Mais les Européens vont probablement devoir, à un moment ou à un autre, soit sortir de la technologie diesel, soit monter le niveau d'émissions de particules de leurs véhicules diesel. Voilà. Et qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça aura comme conséquence que leurs producteurs vont devoir engager les frais nécessaires, ça va coûter un peu plus cher, mais comme tout le monde qui veut vendre sur le marché européen sera soumis à la même enseigne, parce que par définition, et ça c'est la règle OMC, si vous ne pouvez pas imposer en termes de standards à un producteur étranger une contrainte supérieure, plus contraignante que ce que vous imposez à vos producteurs nationaux. Hein? C'est pas possible ça. Ça c'est de la discrimination. Et ça c'est un exemple typique d'utilisation de la précaution pour faire de la protection. Hein, si vous dites, moi mes producteurs de fleurs, ils ont 0,02 de pesticides, mais les importations, ça va être 0,01, ça c'est de la protection, c'est plus de la précaution. Et donc, dans ce cas-là, les Européens vont devoir monter leur niveau de précaution, et cette norme va s'imposer aux autres. Tout simplement. Bien, on prend encore quelques questions. Oui ? Allez-y, allez-y, c'est lui qui décide, c'est pas moi. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Lamy, pour la qualité de votre intervention. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut parler de l'échec de la mission principale de l'OMC, qui est de libéraliser le commerce international pour un multilatéralisme global et de substituer à la multitude des accords de libre-échange bilatéral? Donc, en fait, c'est la contradiction multilatéralisme contre bilatéralisme.
qui est déjà une dérogation au principe NPF de l'OMC, face à ce qu'on appelle aujourd'hui le bol de spaghetti. Et puis surtout après le blocage des négociations du cycle de Doha sur le dossier concernant l'agriculture et les inégalités des puissances nord-sud. Et puis de l'intégration des pays émergents et des pays moins avancés dans le commerce international. Merci. Ça fait 15 questions, ça. Hein. Mais je vais répondre. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ouchra Yassine, je suis étudiant à l'ISCAE. Et donc j'ai deux questions. La première concerne l'accord transatlantique, l'accord de partenariat transatlantique. Et donc, pensez-vous que ces négociations qui se déroulent aujourd'hui de façon très discrète, voire secrète, et conforme aux principes démocratiques? Donc, deuxième question, c'est qui concerne le lien entre le commerce international et la sécurité. Pensez-vous que le partenariat qui existe aujourd'hui entre les BRICS pourra se développer, voire évoluer vers une coalition militaire? Merci. Monsieur Lamy, bonsoir. Deux petites questions. La première, est-ce qu'on aura le plaisir de voir participer à un des marathons au Maroc? La seconde, c'est que la définition et la mise en œuvre des standards en matière de précaution n'est-elle pas en définitive entre les mains des multinationales, des capitaines d'industrie et des lobbies qui agissent pour compte de tiers et qui se soucient peu de la sécurité et de la santé des consommateurs, tels que les OGM, les pesticides, les bactéries dans les nuggets de McDonald's, etc. Voilà. Bon, on va encore en prendre une. Je me présente. Najat Zarouk. J'ai consacré une bonne partie de ma recherche universitaire au système commercial multilatéral et j'ai eu l'honneur de consacrer ma thèse justement au traitement préférentiel qu'on accordait jusque-là aux pays en développement et aux pays les moins avancés, et qui a eu l'honneur d'être préfacé par son Excellence Monsieur Lamy. Je suis ravie aujourd'hui d'être ici pour l'écouter, actualiser mes connaissances en la matière, parce que j'avais pour idée d'éditer une deuxième édition de mon ouvrage, mais je vois que c'est plus la peine. Le traitement préférentiel n'a plus de place aujourd'hui, n'est plus d'actualité, puisque les enjeux sont plutôt pour l'harmonisation, pour la standardisation. J'ai deux petites questions. La première, est-ce que les accords de libre-échange n'ont pas contribué justement à bloquer le système commercial multilatéral ou à faire émerger ce nouveau monde dont a parlé M. Lamy? Ma deuxième question, vous savez qu'aujourd'hui la communauté internationale est en train de se préparer à des objectifs de développement durable. Et on parle de la réduction des inégalités dans les pays et entre les pays. Dans quelle mesure le commerce, avec cette nouvelle facette, peut contribuer aujourd'hui à réduire ces inégalités? Et est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui un devoir d'aide, je ne vais pas dire de traitement préférentiel, pour justement ne plus avoir l'impression d'avoir affaire à des privilégiés du commerce mondial, puisque c'est eux qui détiennent le savoir, l'expertise, les moyens, les laboratoires, le capital humain en matière de normes et de standards, pour justement ouvrir un petit peu les portes pour ceux qui n'ont pas ces mêmes niveaux en termes d'accès à l'information, en termes de renforcement des capacités. Donc on se trouve dans une école supérieure. Je crois qu'il y a un devoir de renforcement des capacités des pays en développement, des pays pauvres, pour non pas les hisser aux mêmes standards et normes, mais au moins de les mettre sur la voie. Et merci. Bon, je vais répondre à votre première question en même temps que la première de cette série. Et il ne faut pas, dans ces domaines d'échange international, il ne faut pas faire de l'esthétisme. Ce qui compte à la fin du jour, c'est est-ce que les échanges sont plus ouverts ou non. Qu'ils soient ouverts de manière multilatérale, régionale, bilatérale, unilatérale, ça n'a aucune importance.
Et ce d'autant plus, en tout cas dans l'ancien monde, que plus vous multipliez les préférences en bilatéral, ce que les esthètes n'aiment pas, parce que c'est pas la clause de la nation la plus favorisée, plus vous multipliez les préférences bilatérales, moins il y en a. Hein? Donc dans l'ancien monde, la multiplication des préférences, elle est autodestructrice des préférences. Hein? Si je signe un accord bilatéral avec vous, mettons mon droit de douane sur les voitures, c'est 10%. Parce qu'on a décidé de se mettre d'accord et que vous allez faire quelque chose sur vos vélos, allez, 5%. Vous êtes content parce que vous avez un accès privilégié à mon marché, vous avez une marge de 5% de moins que les autres. Et pour ça, vous allez me payer avec un droit de douane sur vos vélos. Et donc, je vais importer des voitures. Et puis le lendemain, vous allez faire la même chose avec votre voisin, puis moi je vais faire la même chose avec vous. Et la préférence que je vous aurais donnée, et que vous m'aurez payé d'ailleurs, le prix que valait cet avantage que je vous donne, je vais le donner pour un autre prix à un autre voisin, et du coup je vais réduire la préférence que je vous ai donnée. Et vous allez faire la même chose avec votre voisin, et vous allez réduire la préférence que vous m'avez donnée. Donc à la fin du fin, dans l'ancien monde, la multiplication des préférences, c'est du multilatéral. Donc, ne tombons pas dans l'esthétisme académique. Et il y a eu des pages et des pages et des pages et des pages qui ont été écrites sur est-ce que c'est stepping stones ou stumbling blocks, est-ce que... Bon, ça n'a pas d'importance. Dans l'ancien monde, il y avait une espèce de convergence. Dans le nouveau monde, c'est différent. C'est différent parce que c'est pas une préférence que vous donnez. C'est vous donnez une préférence de fait en ce sens que si vous harmonisez votre standard de précaution, votre producteur va avoir accès à mon marché alors qu'avant il ne l'avait pas et il n'aura peut-être pas accès à un autre marché qui a un autre standard de précaution. Mais c'est totalement différent. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'il faut, d'un certain point de vue, même si je pense que dans le Nouveau Monde, ce sont ceux qui sont responsables de la plus haute précaution qui sont maîtres du jeu, il faut néanmoins introduire là-dedans un élément de multilatéralisme, en tout cas du point de vue de la transparence et du monitoring. Pour ce qui est de Doha, oui, c'est toujours compliqué parce que ils essaient de redémarrer la négociation et immédiatement ils tombent sur le problème de l'agriculture. Et les Indiens disent, les Américains dépensent trop de subventions dans l'agriculture, et les Américains disent, oui, mais ça c'est peut-être, mais vous les Indiens, vous commencez à dépenser beaucoup, donc vous allez faire un effort aussi. Et les Indiens disent, attendez, vous n'avez pas demandé, nous, de faire un effort, il faut qu'on nourrisse notre population qui est pauvre. Bon, pas sûr que le système alimentaire indien soit le plus efficace de cette planète, mais enfin, laissons ça de côté. Mais donc, on retombe sur des choses tout à fait classiques. Bon, et ça, c'est pas dans le Nouveau Monde, ça. C'est des problèmes qui restent de l'Ancien Monde. Je pense qu'ils sont en proportion beaucoup moins importants, mais politiquement, ils restent importants. Et donc ça va être compliqué, d'autant plus qu'entre-temps, les Américains ont plutôt eu tendance à augmenter leur niveau de subvention agricole. En tout cas, l'accord qui était sur la table en 2008, et j'ai quelques raisons de m'en souvenir, est apparemment acceptable pour tout le monde aujourd'hui, sauf par les Américains. Et ça, à l'OMC, il faut que tout le monde soit d'accord, et en gros, si les Américains, les Chinois, les Indiens ne sont pas d'accord, c'est pas parce qu'ils sont 160 qu'il y a un problème. Hein. Il serait 5, s'il y a un problème entre les Américains et les Indiens, il suffirait qu'il soit 2 pour pas être d'accord. Hein. C'est pas besoin de faire appel au fait que maintenant il y a plein de membres, c'est compliqué, c'est pas si compliqué que ça, et les raisons pour lesquelles les négociations sont bloquées n'ont rien à voir avec le nombre de membres. Même si en théorie, les spécialistes de la théorie des jeux vous diront que le nombre des combinaisons tactiques est exponentiel par rapport, etc. Sur le transatlantique, bon, ne parlons pas de projet d'accord, hein, on n'est pas là. Hein. Démarrer un processus, bon. Et ça prendra évidemment énormément de temps, et ceux qui ont prétendu, de part et d'autre d'ailleurs, qu'ils feraient ça en 2 ans, soit ne savaient pas de quoi ils parlaient,
peu inquiétant, soit se moquer du monde, ce qui n'est pas non plus très glorieux. Bon, ça fait pas de sens. L'affaire de la transparence a été quand même nettement améliorée par rapport au départ. Bon, c'est vrai qu'au départ, ils ont refusé de rendre le mandat de négociation public. Bon. Si c'est j'échange des vélos contre de la ferraille, c'est pas bien grave. Hein. Si c'est à propos de précautions et de standards alimentaires et que les OGM, le poulet au chlore, c'est une énorme faute politique que de ne pas rendre le mandat public. Dans le domaine de la précaution, il faut être ultra transparent. Encore une fois, c'est de la paranoïa vertueuse, rien de tel que l'obscurité pour entretenir la paranoïa. Donc c'est une erreur politique majeure qu'ils ont faite à l'époque et dont ils sont en train de payer le prix. Mais ça prendra forcément beaucoup de temps, ça sera forcément par étapes, parce qu'ils ne vont pas se mettre d'accord sur les OGM ou la donnée privée, ça c'est sûr. Par contre, ils peuvent probablement se mettre d'accord sur les crash tests des voitures, et sur la sécurité des jouets et des briquets, et sur les maximum de pesticides dans les fleurs. Enfin, c'est pas trop compliqué. Sur la question des multinationales, si vous voulez, c'est pas les multinationales qui sont drivers en matière de précaution. Hein, ce sont les populations. Ce sont les populations qui demandent de la précaution. À mon avis, c'est quelque chose d'inéluctable, encore une fois, parce que c'est très corrélé au niveau de développement et de revenus par tête. Et elles sont de plus en plus sous la pression de la société civile pour la prise en compte, notamment dans ces grandes chaînes de production globale, de standards de précaution ou de soutenabilité environnementale. Regardez ce qui s'est passé sur l'huile de palme, par exemple. Pendant un moment, il y a eu des grands mouvements de la société civile qui ont dit cette augmentation de la production, du commerce, de l'échange d'huile de palme, c'est terrible parce que on détruit des forêts dans lesquelles il y a des bons singes pour mettre des palmiers, des huiliers à palme, et ça c'est très mauvais pour la biodiversité. Il y a eu des tas de campagnes. Finalement, les gens de la filière palme ont fini par réagir, ils ont adopté des principes de soutenabilité, et maintenant, le long de la chaîne, il y a en principe un système de certification, dans certains cas, une banque qui fait un crédit court terme, genre trade finance, demande un certificat de soutenabilité entre l'étape d'avant et l'étape d'après. Donc tout ça, ça monte. Et donc, je pense que cette idée, si vous voulez, je vois bien cette idée. J'ai vécu avec des gens qui la promouvaient et qui trouvaient que le commerce international, c'est entre les pattes de multinationales qui règnent. Ça n'est pas vrai. Il y a, et c'est vrai, des entreprises qui ont une maîtrise plus grande que d'autres de leur chaîne de production, qui peuvent multilocaliser ou sous-traiter, mais la précaution, elle monte par nécessité sociale, en quelque sorte, en tout cas sociétale. Et donc c'est dans cette direction-là qu'à mon avis, ça ira, et ça s'imposera aux multinationales comme ça s'est imposé au reste des producteurs. Sur les objectifs du millénaire, il y avait un objectif d'expansion des échanges dans la précédente génération, le Millennium Development Goals. Il y en aura probablement dans les nouveaux, parce que c'est effectivement une contribution au développement. Dans ce monde de la précaution, évidemment, ce qui peut être fait, et j'avais en partie démarré ça avec Aid for Trade quand je l'ai lancé en 2005 à l'OMC, c'est de refocaliser une partie de l'assistance technique ou de l'aide au développement en aidant les pays en question à améliorer leur capacité de produire et de matcher ces standards. Et ça demande probablement une certaine réorientation de l'aide pour le commerce. C'est ce qu'on faisait à l'OMC, et qui le fait toujours d'ailleurs. Il y avait une facilité spéciale, un processus spécial avec un tour de table qui faisait ça en matière de standards phytosanitaires, qui montait des programmes, qui aidaient les pays à monter
par exemple, leurs conditions de production à l'abri d'un certain nombre d'insectes qui eux-mêmes étaient la raison d'usage des pesticides. Bon. Le Centre du commerce international, l'ITC, l'International Trade Center à Genève, qui est spécialisé dans la promotion des exportations de pays en développement, fait beaucoup maintenant dans le domaine des standards. C'est la meilleure base de données qui existe dans le monde sur quels standards vous devez matcher si vous voulez exporter sur tel produit, y compris des standards privés. Hein, ils recensent très très bien, bon, et c'est un outil très très impressionnant, ça c'est les avantages du big data, pour les gens qui veulent exporter, des mangues ou des produits en cuir, c'est formidablement utile, hein, parce que tout ça, il y a des standards. Et donc je pense que la réponse à votre question, c'est qu'effectivement, il faut aller dans cette direction. Il faut vraiment mettre davantage des canaux de ce qui est, disons, des 120 milliards de dollars qu'il y a par an et qui vont sur l'aide au développement. Il faut en mettre un peu plus là-dessus, comme on avait d'ailleurs, comme on l'avait fait avec Aid for Trade, sur les infrastructures, sur l'énergie, sur les transports, sur les ports, etc. Sur le marathon du Maroc, c'est compliqué parce que, en principe, j'en fais 2 par an, Paris et New York, hein, et ma femme trouve que c'est déjà beaucoup trop. Beaucoup trop, et j'ai de plus en plus de mal au fur et à mesure que j'avance son âge, et comme vous savez, c'est quelque chose auquel on ne peut rien, et donc, si ça devait être le cas, il faudrait que je lâche soit Paris, soit New York. Ça peut se discuter, mais il faudra discuter avec ma femme aussi, ça c'est plus compliqué.